Un millionnaire a rejeté sa femme parce qu'elle était trop infertile. 10 ans plus tard, elle réapparaît avec 5 magnifiques jumeaux. Il est sous le choc en découvrant la vérité. Maintenant, il implore le pardon. Mais sera-t-il trop tard? Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Victoire. Moreau rajusta sa veste de créateur en traversant les couloirs. Au sol de marbre de l'université Sorbonne, l'écho de ses talons loup-boutin annonçait sa présence avant qu'elle n'entre dans l'amphithéâtre bondé, où des étudiants en master attendaient avec impatience son cours de biologie moléculaire avancée. À 32 ans, elle était la plus jeune professeure titulaire de l'histoire de l'université, respectée par ses collègues et adorée par les étudiants. Mais aujourd'hui, son esprit habituellement concentré ne cessait de dériver vers l'élégante enveloppe glissée dans son sac, une invitation au gala annuel de la Fondation Sorbonne. Cette année serait différente. Pour la première fois, elle y assisterait non seulement en tant que membre distingué du corps enseignant, mais aussi en tant que Madame Adrien Sorbonne III, épouse de l'héritier de la Fondation. L'année écoulée avait été un tourbillon. Son mariage avec Adrien, Alex pour ses amis les plus proches, avait transformé sa vie d'universitaire accomplie en celle d'un membre de l'une des familles les plus influentes du pays. Les Sorbonne avaient bâti leur fortune sur des générations, et Adrien portait le poids de cet héritage avec la même aisance qu'il portait ses costumes sur mesure. Leur cours avait été comme un conte de fées. Ils s'étaient rencontrés au gala de l'année précédente, où Victoire était honorée pour ses recherches révolutionnaires. Adrien avait été instantanément captivé par son intelligence et sa grâce, des qualités que sa famille jugeait essentielles pour une épouse Sorbonne. En l'espace de 6 mois, ils avaient échangé leurs vœux lors d'une cérémonie qui avait fait la une de tous les magazines de société. Professeur Moreau-Sorbonne, la voix d'un étudiant la ramena au présent. Devrions-nous commencer la présentation? Victoire sourit, repoussant les pensées de la soirée à venir. Oui, procédons. Le sujet d'aujourd'hui sur les marqueurs génétiques est particulièrement fascinant. Après le cours, elle se dépêcha de rentrer chez elle dans leur appartement en attique, où leur gouvernante, Madame Chen, avait déjà préparé sa robe de soirée, une magnifique création Vera Wang, couleur bordeaux profond. Alors qu'elle se préparait pour le gala, Victoire ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont tout s'était parfaitement mis en place. Adrien arriva juste au moment où elle mettait la dernière touche à son maquillage. Il enroula ses bras autour de sa taille, son reflet rejoignant le sien dans le miroir. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura-t-il, déposant un baiser sur son cou. « Le gala va être magnifique », dit Victoire, se tournant pour lui faire face. « Ta mère s'est surpassée pour l'organisation cette année. » L'expression d'Adrien changea légèrement, presque imperceptiblement. À ce propos, Mère veut nous parler avant l'événement. Elle nous attend dans la bibliothèque. L'estomac de Victoire se noua. Marguerite Sorbonne ne demandait jamais de réunions informelles sans raison. Ils la trouvèrent debout près des fenêtres, allant du sol au plafond, la skyline de Paris créant un arrière-plan dramatique. Elle se retourna, ses cheveux argentés, parfaitement coiffés, sa posture royale. « Victoire, ma chère !» La voix de Marguerite était du miel enrobé d'acier. « Tu es ravissante, bien que peut-être la robe soit un peu audacieuse pour quelqu'un dans ton état. » La confusion de Victoire dut se lire sur son visage, car les sourcils parfaitement arqués de Marguerite se levèrent légèrement. « Tu n'es pas enceinte? Toujours pas ?» Le poids de la question flotta dans l'air. Victoire sentit Adrien se raidir à côté d'elle. « Mère, nous en avons discuté, commença-t-il. Mais Marguerite leva une main manucurée. « Adrien, chérie, cela fait 1 an. Le nom des Sorbonne doit se perpétuer. Tu comprends sûrement l'importance de cela. Ton père et moi avons été bénis de t'avoir quelques mois après notre mariage. » La poitrine de Victoire se serra. Elle et Adrien avaient convenu d'attendre quelques mois avant de fonder une famille, se concentrant plutôt sur leur vie de jeunes mariés. Mais dernièrement, il avait laissé entendre des allusions aux enfants, à l'héritage, à la responsabilité envers le nom de famille. « Nous ne sommes pas inquiets, » dit fermement Victoire, bien que son cœur batte la chamade. « Ces choses prennent du temps. » Le sourire de Marguerite n'atteignit pas ses yeux,
Bien sûr, ma chère, mais peut-être est-il temps de consulter le docteur Roux. Il est le médecin de famille des Sorbonne depuis des décennies, très discret. Avant que Victoire ne puisse répondre, le majordome annonça l'arrivée de leur voiture. La conversation était terminée, mais Victoire savait qu'elle était loin d'être finie. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur privé, la main d'Adrien trouva la sienne, la serrant doucement. Mais quelque chose avait changé, comme la première fissure dans un diamant parfait, invisible pour la plupart, mais impossible à ignorer une fois qu'on l'a vu. Les 6 mois suivants apportèrent des changements subtils mais indéniables dans la vie parfaite de Victoire. Elle le remarqua dans la façon dont les yeux d'Adrien s'attardaient sur les jeunes familles dans le jardin des Tuileries, dans la fréquence croissante des mentions désinvoltes de petits-enfants par Marguerite lors de leurs dîners familiaux, hebdomadaires, et dans la pile grandissante de livres sur la fertilité qui apparaissaient mystérieusement sur sa table de chevet. Le gala de la Fondation Sorbonne avait marqué le début du changement. Cette nuit-là, Victoire avait regardé Adrien s'extasier sur les jumeaux nouveau-nés de son cousin, son expression mêlant envie et quelque chose de plus sombre, de la déception peut-être. Plus tard, elle avait entendu Marguerite parler, à son cercle d'amis de la haute société. Bien sûr, nous attendons tous avec impatience une annonce. La lignée des Sorbonne n'a jamais attendu si longtemps un héritier. Victoire se jeta dans ses recherches, passant de plus longues heures au laboratoire. Elle était sur le point de faire une percée dans son étude des marqueurs génétiques, quelque chose qui pourrait révolutionner le domaine. Mais même son succès professionnel semblait quelque peu creux, sous le poids des attentes personnelles. Un soir, elle rentra chez elle pour trouver Adrien dans son bureau, sirotant un verre de scotch, la méthode préférée de son père pour gérer les conversations difficiles. « J'ai pris rendez-vous avec le docteur Roux », annonça-t-il sans préambule. « Pour nous deux. » Victoire posa soigneusement sa mallette. « Je ne me souviens pas avoir accepté cela. Cela fait 18 mois, Victoire. » La voix d'Adrien était tendue. « Tout le monde en parle. Les Sorbonne n'ont jamais eu de difficultés. Dans ce domaine, tout le monde... » Le ton de Victoire aurait pu geler la scène. « Ou ta mère ? Ne mêle pas mère à cela. Elle ne veut que le meilleur pour notre famille. » Il se leva, arpentant la pièce. « Nous devons faire face à la réalité. Quelque chose ne va pas. » Victoire sentit son personnage professionnel se mettre en place comme une armure. Statistiquement, il est parfaitement normal que la conception prenne jusqu'à 1 an ou plus. Nous n'essayons activement que depuis. Les statistiques, Adrien rit amèrement. Ce n'est pas un de tes articles de recherche, Victoire. C'est notre vie, notre héritage. Notre héritage, répéta-t-elle, ou l'héritage des Sorbonne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrien posa son verre avec un soin délibéré. Le rendez-vous est demain à midi. J'ai déjà libéré ton emploi du temps avec l'université. Tu as quoi? La voix de Victoire monta. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. La composition d'Adrien se fissura. Tu es ma femme. L'avenir de notre famille est en jeu. Tu penses que je t'ai épousée uniquement pour ton brillant esprit? Au moment où ces mots quittèrent sa bouche, ils se figèrent tous les deux. Victoire eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Dans toute leur relation, Adrien ne lui avait jamais parlé avec un tel mépris. « Je ne voulais pas, commença-t-il, mais Victoire leva une main. « Si, tu le voulais. » Sa voix était ferme, bien que ses mains tremblaient. « Et c'est ce qui me terrifie. » Elle se retourna et sortit du bureau, ses talons claquant contre les parquets en bois. Dans leur chambre, elle commença à retirer mécaniquement ses bijoux, plaçant chaque pièce à sa place désignée dans sa boîte à bijoux. Un cadeau de mariage de Marguerite. Cartier, bien sûr, rien que le meilleur pour une épouse Sorbonne. Par la fenêtre ouverte, elle pouvait entendre le bourdonnement constant de la ville en contrebas. Il y a 18 mois, elle l'avait trouvé. Énergisant, une symphonie de possibilités. Maintenant, cela ressemblait à un conte à rebours, égrenant les moments jusqu'à ce que son conte de fées s'effondre complètement. Le lendemain matin, Victoire se retrouva dans le cabinet lambrissé du docteur Roux, entouré de portraits de générations de bébés Sorbonne qu'il avait mis au monde. Le médecin lui-même était un fossile vivant, probablement assez âgé pour avoir fait naître Adrien. « Madame Sorbonne, dit-il, la regardant par-dessus ses lunettes à monture métallique. Je connais la famille Sorbonne depuis 40 ans.
Jamais eu un cas d'infertilité dans la lignée. Des gènes forts, voyez-vous. Les doigts de Victoire s'enfoncèrent dans les accoudoirs en cuir. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, la prédisposition génétique ne garantit pas. Allons, allons, coupa-t-il avec un sourire paternel qui fit bouillir son sang. Faisons quelques tests, mais entre vous et moi, il se pencha en avant d'un air conspirateur. Dans ces cas-là, c'est généralement la femme, le stress, la carrière, avoir attendu trop longtemps. La nature a son propre calendrier, vous savez. Adrien, assis à côté d'elle, ne dit rien. Son silence en disait long. En quittant la clinique, Victoire sentit quelque chose de fondamental changer en elle. La femme qui était entrée, celle désespérée de plaire, de s'intégrer, d'être la parfaite épouse Sorbonne, n'était pas la même que celle qui sortait. Elle regarda Adrien, son beau profil et sa posture rigide, et pour la première fois, elle vit non pas son prince charmant, mais un homme écrasé sous le poids des attentes de génération. « Je veux voir un autre médecin », dit-elle doucement, alors qu'ils attendèrent leur voiture. Quelqu'un qui se spécialise dans la fertilité, quelqu'un qui n'est pas sur la liste de paie de ta famille. La mâchoire d'Adrien se crispa. Le docteur Roux est le meilleur. Pour accoucher des bébés, peut-être, mais c'est différent. C'est mon corps, mon avenir aussi. Je mérite d'avoir mon mot à dire sur qui me traite. La voiture arriva avant qu'Adrien ne puisse répondre. Alors qu'ils rentraient chez eux en silence, Victoire regardait la ville défiler par la fenêtre et se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face à ses propres conditions, non pas en tant qu'épouse Sorbonne, mais en tant que docteur Victoire Moreau, la femme qu'elle était avant que le conte de fées ne commence. Victoire était assise dans son bureau à l'université, regardant les résultats du docteur Sarah Leclerc, l'une des plus grandes spécialistes de la fertilité du pays. Contrairement à l'approche dédaigneuse du docteur Roux, le docteur Leclerc avait effectué des tests approfondis sur Victoire et Adrien. Les résultats étaient concluants. Victoire était parfaitement capable de concevoir. Son téléphone vibra. Un autre message d'Adrien, qui avait refusé d'assister au rendez-vous de suivi. Mère a organisé un dîner au Pré-Catelan, 19h. Ne sois pas en retard. Les doigts de Victoire planaient au-dessus du téléphone. Elle avait essayé à plusieurs reprises de discuter des conclusions du docteur Leclerc avec Adrien, mais il restait inébranlable dans sa confiance envers les méthodes dépassées du docteur Roux. La vérité reposait lourdement dans son sac à main de créateur, glissé dans une enveloppe manille qui pourrait briser les illusions de supériorité génétique de la famille Sorbonne. Le jardin des plantes à l'extérieur de sa fenêtre était en pleine floraison, en contraste frappant avec l'état dépérissant de son mariage. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur visite chez le docteur Roux, et chaque jour apportait de nouvelles pressions, de nouvelles déceptions, de nouvelles fissures dans leur fondation. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. « Docteur Moreau-Sorbonne ?» Son assistante de recherche, Jeanne, passa la tête par l'entrebâillement. « Les résultats du séquençage génétique que vous attendiez viennent d'arriver. » Le travail, son sanctuaire constant. Victoire s'immergea dans les données, perdant la notion du temps jusqu'à ce que son téléphone sonne à nouveau. 18h30. Elle rassembla rapidement ses affaires, y compris le rapport du docteur Leclerc. Ce soir, elle insisterait pour avoir cette conversation. Le Pré-Catelan était bondé de l'élite parisienne, mais la table habituelle des Sorbonne les attendait dans un emplacement de choix. Marguerite et Charles Sorbonne, seigneurs, étaient déjà assis, ainsi qu'Adrien et sa sœur Catherine. Victoire remarqua un visage inconnu à la table. Une jeune femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés et portant un collier de perles distinctif. « Victoire, ma chérie !» La voix de Marguerite portait cette familière fausse chaleur. « Viens !» Que rencontrer Isabelle Rothschild. Son père et Charles se connaissent depuis des années. L'estomac de Victoire se noua alors qu'elle prenait place. La présence d'Isabelle n'était pas une coïncidence. Les Rothschild étaient une autre famille prestigieuse, connue pour leur lignée prolifique de naissances réussies. Isabelle nous parlait justement de son travail avec des œuvres caritatives pour enfants, poursuivit Marguerite, ses yeux perçants. Un tel instinct maternel naturel. Adrien bougea inconfortablement mais ne dit rien. Victoire sentit le poids de l'enveloppe du docteur Leclerc dans son sac, devenant de plus en plus lourd à chaque seconde. En fait, Victoire se redressa. J'ai quelques résultats médicaux dont
J'aimerais discuter. » « Pas pendant le dîner, ma chère, » coupa Marguerite avec douceur. Isabelle était sur le point de nous parler des projets d'été de sa famille à Saint-Tropez. Le domaine des Rothschild est juste à côté du nôtre, tu sais. La soirée progressa comme une danse soigneusement chorégraphiée, Marguerite orchestrant chaque mouvement. Les réalisations d'Isabelle, toutes convenablement domestiques et socialement acceptables, étaient mises en avant à chaque tournant. Ses regards fréquents vers Adrien devenaient de plus en plus audacieux, encouragés par l'approbation évidente de Marguerite. Victoire s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour respirer. Dans l'élégant cabinet de toilette, elle surprit deux mondaines en train de cancaner. « Vous avez entendu ? Marguerite Sorbonne fait déjà des arrangements. Apparemment, l'actuelle Madame Sorbonne n'est pas à la hauteur des standards de la famille. » Eh bien, à quoi s'attendait-il ? Ces femmes de carrière toujours mettre leur horloge biologique au second plan par rapport à leurs ambitions? Les mains de Victoire tremblaient alors qu'elle ouvrait son sac à main sortant son téléphone. Elle composa le numéro du cabinet du docteur Leclerc, laissant un message demandant un rendez-vous urgent, seule cette fois. De retour à table, elle découvrit que la conversation avait tourné vers la planification familiale. Isabelle décrivait sa grande famille élargie, sa voix portant juste la bonne note de désir maternel nostalgique. « 5 enfants dans la famille de ma mère, » soupira Isabelle. « La fertilité des Rothschild est légendaire. »« Comme c'est fascinant, » sourit Marguerite, ses yeux glissant vers Victoire. « La lignée des Sorbonne est tout aussi bénie, bien sûr, quand les bons mariages sont faits. » L'emphase sur ces derniers mots flotta dans l'air comme du poison. Victoire regarda Adrien, attendant qu'il la défende, qu'il montre un quelconque signe de l'homme qu'il avait autrefois aimé pour son esprit, son caractère, sa détermination. Mais il était concentré sur son verre de vin, faisant tournoyer le liquide rouge avec une concentration étudiée. « J'ai quelque chose à dire », annonça Victoire, tendant la main vers l'enveloppe dans son sac. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Adrien se leva brusquement. « Pas maintenant, Victoire. » Sa voix était tendue. « Mère, père, merci pour le dîner. Nous devrions y aller. » Le trajet de retour fut silencieux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur pentouse. Dès que les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière eux, Victoire se retourna vers son mari. « Allais-tu me parler des papiers du divorce ou devrais-je attendre d'être servi à l'université ?» Adrien se figea. « Comment as-tu » ? La secrétaire de ton père a appelé pour confirmer mes coordonnées pour les avocats. Le rire de Victoire était amer. Au moins, elle a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. J'allais te le dire. Adrien passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Après que nous ayons obtenu les derniers résultats du docteur Roux, j'ai les résultats. Victoire sortit l'enveloppe du docteur Leclerc, d'une vraie spécialiste de la fertilité, une qui a réellement effectué des tests complets sur nous deux. Veux-tu savoir ce qu'ils disent? Mais Adrien s'éloignait déjà, se dirigeant vers son bureau. La retraite préférée de son père pour les conversations difficiles. Les parallèles n'échappèrent pas à Victoire. La pluie battait contre les fenêtres du nouvel appartement de Victoire dans le Marais, bien loin du penthouse des Sorbonne, mais d'une certaine manière plus accueillant. Des cartons s'alignaient le long des murs, chacun étiqueté de son écriture précise. L'attention aux détails d'une scientifique même dans le chaos. Elle était assise en tailleur sur le parquet, entourée d'articles de revues et de propositions de subventions, construisant sa nouvelle vie un article à la fois. Le divorce avait été rapide et clinique, comme l'ablation d'une tumeur. Seat, avocat de la famille Sorbonne, avait été efficace. Leur accord prénuptial était en béton. Victoire était partie uniquement avec ce qu'elle avait apporté dans le mariage, sa carrière, sa dignité et la vérité sur leurs problèmes de fertilité, une vérité qu'Adrien avait refusé même de lire. « Docteur Moreau ?» La voix de son assistante sortit du haut-parleur de son téléphone portable, posé à côté d'elle sur le sol. Elle avait abandonné le Sorbonne immédiatement après avoir signé les papiers. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Il dit qu'il vient du Centre de droit pour la reproduction. » Victoire jeta un coup d'œil à sa montre. Son prochain rendez-vous n'était pas avant des heures. « Je n'ai pas de réunion prévue. Il dit que c'est à propos de vos recherches sur les marqueurs génétiques. Jacques Benoît, il semble assez insistant. » Le nom déclencha quelque chose dans la mémoire de Victoire.
Elle avait lu à propos de son travail révolutionnaire en droit de la reproduction. « Donnez-moi 10 minutes pour terminer ici. » Elle trouva Jacques Benoît qui l'attendait dans son bureau, son apparence contrastant fortement avec les avocats policés des Sorbonnes, auxquels elle s'était habituée. Son costume était bien coupé mais vécu, sa cravate légèrement de travers, et sa sacoche en cuir montrait les éraflures d'une utilisation réelle plutôt qu'une patine soigneusement cultivée. « Docteur Moreau ?» Il tendit la main, sa poignée, de main ferme et professionnelle. « Merci de me recevoir sans rendez-vous. Votre article sur les marqueurs génétiques dans le suivi de la fertilité a attiré mon attention. » Victoire lui fit signe de s'asseoir. Ses recherches en sont encore à leur début. Mais prometteuse, il se pencha en avant, ses yeux brillants d'un intérêt sincère, particulièrement pour les cas impliquant une discrimination liée à la fertilité. Discrimination, le pouls de Victoire s'accéléra. Nous voyons un nombre croissant de cas où des femmes sont soumises à des pressions, rétrogradées, ou même poussées hors de leur mariage, sur la base de préoccupations de fertilité non fondées. Il fit une pause, étudiant sa réaction. Vos recherches pourraient aider à protéger les droits de ces femmes. La gorge de Victoire se serra. Il ne s'agit pas seulement de mes recherches, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de mon divorce. Jacques eut la grâce de paraître légèrement embarrassé. Les nouvelles voyagent vite dans certains cercles, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici. Enfin, pas entièrement. Il sortit un dossier de sa sacoche. Nous mettons en place un groupe de travail. Des chercheurs médicaux de haut niveau, des experts juridiques, des groupes de défense, tous concentrés sur les droits et la justice en matière de reproduction. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise et mon expérience personnelle. Les mots sortirent plus durement que prévu. Votre expérience vous fait comprendre ce qui est en jeu. Il soutint son regard fermement. Mais c'est votre esprit brillant qui vous rend précieuse pour ce projet. La simple reconnaissance de son intellect, si longtemps éclipsé par ses prétendus échecs reproductifs, frappa Victoire comme une force physique. Elle cligna des yeux pour retenir des larmes inattendues. Jacques fit semblant de ne pas remarquer, se concentrant plutôt sur l'étalement de documents sur son bureau. Nous examinons des cas dans tout le pays. Des femmes à qui on refuse des promotions parce qu'elles sont en âge de procréer. Des mariages dissous pour des problèmes de fertilité sans enquête médicale appropriée. Des organisations religieuses poussant de la pseudoscience sur la planification familiale. Victoire prit l'un des papiers, le parcourant rapidement. Ces statistiques sont alarmantes. Elles sont aussi incomplètes. De nombreux cas ne sont pas signalés en raison de la honte, de la pression sociale ou de contraintes financières. Il hésita, puis ajouta doucement « Tout le monde n'a pas les ressources pour partir et recommencer. » Ces mots touchèrent une corde sensible. Victoire pensa à son poste à l'université, ses économies, sa réputation professionnelle, des privilèges qui lui avaient permis de reconstruire sa vie. Combien d'autres femmes n'avaient pas cette chance? Le groupe de travail se réunit mensuellement, poursuivit Jacques. Mais nous avons aussi des groupes de travail plus petits axés sur des aspects spécifiques, recherche médicale, stratégie juridique, éducation du public. Je le ferai, interrompit Victoire. Tout, quoi que vous ayez besoin. Jacques sourit, et pour la première fois, Victoire remarqua la chaleur dans ses yeux bruns. J'espérais que vous diriez cela. Nous avons une réunion la semaine prochaine, un dîner en fait, moins formel, plus propice à une vraie conversation. Un dîner? Le ton de Victoire était sceptique. Elle en avait eu assez des dîners d'affaires, pour toute une vie. Dans un petit restaurant italien dans le Marais, nappe à carreaux rouges, vin dans des tasses en cuivre, de la vraie nourriture au lieu d'arrangements artistiques de portions microscopiques. Son sourire autodépréciatif était contagieux. Pas de code vestimentaire, pas de hiérarchie sociale et absolument aucune discussion sur le lignage génétique de quiconque. Victoire se surprit à rire. Cela semble rafraîchissant. Alors que Jacques rassemblait ses documents, une photo glissa de l'un des dossiers. Victoire aperçut un jeune garçon aux yeux de Jacques avant qu'il ne la range rapidement. L'éclair de douleur qui traversa son visage disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. « Mercredi prochain, alors ?» demanda-t-il, retrouvant son comportement professionnel. « J'enverrai les détails à votre bureau. »
Après son départ, Victoire se tint à sa fenêtre, le regardant naviguer dans la foule sur le trottoir en bas. Son reflet la regardait. Et pour la première fois depuis des mois, elle se reconnut, non pas comme la femme d'Adrien Sorbonne ou la déception de Marguerite Sorbonne, mais comme le docteur Victoire Moreau, sur le point de s'embarquer dans quelque chose qui pourrait faire une réelle différence. Le petit restaurant italien était exactement comme Jacques l'avait décrit, intime, sans prétention et merveilleusement authentique. Victoire se sentit se détendre au fur et à mesure que la soirée avançait, la tension des derniers mois fondant comme la bougie qui brûlait lentement entre eux. Jacques avait commandé une bouteille de Chianti et la conversation coulait aussi facilement que le « Vin, alors comment êtes-vous entré dans le droit de la reproduction ?» demanda Victoire en roulant des pâtes sur sa fourchette. Cela semble être un domaine très spécifique. Jacques prit une gorgée de vin, son expression pensive. Parfois, la vie choisit votre chemin pour vous. Il fit une pause reposant son verre. J'étais marié une fois, il y a des années. Ma femme Sophie et moi avions un fils, Thomas. Victoire se souvint de la photo qu'elle avait aperçue dans son bureau. Vous n'êtes pas obligé de... Non, c'est pertinent, assura-t-il. Sophie a eu une grossesse compliquée avec Thomas. Quand nous avons essayé d'avoir un deuxième enfant, il y a eu des complications. Les médecins étaient dédaigneux, nous disaient de continuer à essayer. Sophie savait que quelque chose n'allait pas, mais personne ne voulait l'écouter. Ses mains se resserrèrent autour de son verre de vin. Au moment où nous avons trouvé un médecin qui prenait ses inquiétudes au sérieux, la condition avait trop progressé. Sophie a dû subir une chirurgie d'urgence. Elle s'est rétablie, mais elle ne pouvait plus avoir d'enfant. La culpabilité et le chagrin nous ont déchirés. « Je suis tellement désolé », dit doucement Victoire. Thomas vit avec elle maintenant, en Provence. Il a 13 ans. Jacques sourit tristement. Mais cette expérience m'a montré à quel point l'establishment médical échoue souvent aux femmes, comment leurs voix sont rejetées, leurs préoccupations minimisées. Je ne pouvais pas changer ce qui était arrivé à ma famille, mais je pouvais aider à empêcher que cela n'arrive à d'autres. Victoire se retrouva à partager sa propre histoire, pas seulement les faits cliniques qu'elle avait récités à ses collègues, mais les émotions brutes, l'humiliation, l'érosion lente de son estime de soi sous le regard constant de Marguerite Sorbonne. Le pire, admit-elle, c'était de douter de moi-même. Je suis une scientifique. J'aurais dû faire confiance aux preuves, exiger des tests appropriés plus tôt. Au lieu de cela, je les ai laissés me faire croire que j'étais brisé. C'est pourquoi vos recherches sont si importantes. Jacques se pencha en avant avec ferveur. Ce n'est pas seulement la science. Il s'agit de donner aux femmes les outils pour se défendre elles-mêmes. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du dessert, un tiramisu que le propriétaire Giuseppe insista pour qu'il goûte. Alors qu'il partageait la riche confection, Victoire se surprit à étudier Jacques. Il n'était rien. Comme Adrien, sa chaleur était authentique, son intérêt pour son travail sincère. Quand il souriait, les coins de ses yeux se plissaient d'une manière qui lui donnait envie de sourire aussi. « J'ai une confession à faire », dit soudainement Jacques. « Je ne vous ai pas seulement contacté à cause de vos recherches. » La cuillère de Victoire s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Oh, un collègue a mentionné votre cas. Pas les détails, juste que le divorce des Sorbonne impliquait des problèmes de fertilité. Quand j'ai lu votre article, quelque chose a fait tilt. » Il rencontra ses yeux. « Les méthodes que vous développez auraient pu aider Sophie. Elle pourrait aider d'innombrables femmes à éviter ce qu'elle a traversé, ce que vous avez traversé. Que proposez-vous exactement? Un projet conjoint, votre expertise médicale combinée à notre plaidoyer juridique. Nous pourrions développer des protocoles de tests de fertilité qui deviendraient la norme légale. Plus de rejet des préoccupations des femmes, plus de médecins de famille dépassés prenant des décisions qui changent la vie. L'esprit de C. Victoire courut avec les possibilités. Nous aurions besoin de financement, de soutien institutionnel. Déjà aligné, Jacques sourit. Votre réputation a du poids, docteur Moreau. Plusieurs grandes fondations sont intéressées. Elles n'attendent que votre accord. La soirée se termina et ils sortirent dans la fraîche nuit parisienne. La rue était calme, avec juste le bourdonnement lointain de la circulation et le léger tintement de la vaisselle du restaurant derrière eux. « Je devrais vous prévenir, » dit Jacques, alors qu'ils attendèrent leurs voitures respectives. « S'attaquer.
À l'establishment médical ne sera pas facile. Il y aura des résistances, surtout de la part des pratiques traditionnelles, comme celle du docteur Roux. Victoire pensa au médecin de famille des Sorbonne, à son sourire condescendant et ses croyances dépassées. Tant mieux, il est temps que les choses changent. Le groupe de travail se réunit lundi. Jacques hésita, puis ajouta « Mais j'espérais que nous pourrions discuter des détails du projet autour d'un autre dîner. » Demain, l'invitation flotta dans l'air entre eux. Victoire pensa à toutes les décisions prudentes et calculées qu'elle avait prises dans sa vie. Épouser Adrien, s'intégrer dans le monde des Sorbonne, supprimer ses propres instincts concernant sa santé. Pour une fois, elle voulait suivre son cœur plutôt que sa tête. « Demain convient, sourit-elle, mais cette fois je choisis le restaurant. » Alors que sa voiture s'éloignait, le téléphone de Victoire vibra avec un message de Jeanne, son assistante de recherche, urgent. La Fondation Sorbonne retire le financement du département de génétique. Réunion d'urgence du corps professoral demain matin. La mâchoire de Victoire se crispa. Bien sûr, Marguerite frapperait là en premier. L'argent des Sorbonne était profondément ancré dans les programmes de recherche de l'université. Mais si elle pensait que cela ferait taire Victoire, elle avait sévèrement sous-estimé la femme qu'elle avait contribué à créer. La décision de la Fondation Sorbonne envoya des ondes de choc à travers le département de génétique de l'université Sorbonne. Victoire était assise lors de la réunion d'urgence du corps professoral, regardant ses collègues se tortiller inconfortablement sur leur siège, tandis que le doyen Wilson expliquait les ajustements budgétaires malheureux. Personne ne voulait croiser son regard. Ils savaient tous pourquoi cela se produisait. Le département risque de perdre 30% de son financement actuel, conclut le doyen, son front perlé de sueur. Nous devrons prendre des décisions difficiles quant aux projets de recherche qui pourront continuer. La main de Victoire se leva. Je suppose que mon étude sur les marqueurs génétiques est la première sur la liste des coupes. Le silence dans la salle était assourdissant. Le doyen Wilson tira sur son nœud papillon, une habitude nerveuse qu'elle avait remarquée lors de son examen de titularisation. Docteur Moreau, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Pas besoin. Victoire se leva, sa voix ferme. Je vais vous épargner la peine. Je démissionne. Des halètements et des murmures remplirent la salle alors qu'elle rassemblait ses papiers. Mes recherches continueront, mais pas sous la coupe de la Fondation Sorbonne, et pas dans cette institution. Elle sortit de la salle de conférence, ses talons claquant une dernière fois contre les sols en marbre. Dans son bureau, Jeanne était déjà en train d'emballer les dossiers de recherche, son jeune visage féroce de loyauté. « Docteur Moreau, je viens avec vous, » déclara-t-elle. « Quoi que vous prévoyiez, je veux en faire partie. » Le téléphone de Victoire vibra. Jacques Benoît appelait. Elle répondit en haut-parleur tout en commençant à rassembler ses effets personnels. « Je viens d'entendre parler de la décision de la Fondation, » dit-il sans préambule. « J'ai quelque chose que vous devez voir. Pouvez-vous me rejoindre à mon bureau dans 1 heure ?» Le Centre de droit pour la reproduction occupait un modeste bâtiment dans le centre de Paris. Pas de sol en marbre ni de accessoires dorés. Juste des professionnels dévoués travaillant pour faire une différence. Le bureau de Jacques reflétait cette éthique, avec des murs couverts de dossiers plutôt que d'art coûteux. Les actions de la Fondation Sorbonne pourraient en fait jouer en notre faveur, dit-il, étalant des documents sur son bureau. Regardez ceci. Victoire parcourut les papiers, des registres financiers, des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration, des mémos internes. Ses yeux s'élargirent. Où avez-vous obtenu tout cela? Disons simplement que tout le monde, dans l'Empire Sorbonne, n'est pas d'accord avec les méthodes de Marguerite. Jacques pointa une section surlignée. Le financement de la recherche sur la fertilité par la Fondation a été systématiquement dirigé vers des études qui soutiennent les structures familiales traditionnelles tout en supprimant la recherche sur les facteurs de fertilité masculine. C'est pour ça qu'ils retirent mon financement, réalisa Victoire. Mes recherches pourraient exposer leur parti pris. Exactement. Et ce n'est pas tout. Jacques sortit un autre document. Vous vous souvenez d'Isabelle Rothschild? L'estomac de Victoire se noua à ce nom. La nouvelle perspective d'Adrien.
L'entreprise pharmaceutique de sa famille développe des traitements de fertilité spécifiquement commercialisés pour les femmes, malgré des essais cliniques montrant que les problèmes se situent souvent chez les partenaires masculins. L'expression de Jacques était sombre. Ils se préparent à lancer une nouvelle gamme de médicaments soutenus par des subventions de recherche de la Fondation Sorbonne. Victoire s'effondra dans une chaise, son esprit tournant à toute vitesse. Il n'essaye pas seulement de faire taire mes recherches, il pousse activement des traitements qui pourraient nuire aux femmes. C'est pourquoi nous devons agir vite. Jacques ouvrit son ordinateur portable. Vous vous souvenez de ces fondations dont je vous ai parlé? Elles ne sont pas seulement intéressées, elles sont prêtes à s'engager. L'Institut de recherche médicale Winters veut financer votre étude immédiatement, complètement indépendamment de l'influence des Sorbonne. Victoire se pencha pour lire la proposition. Le financement était substantiel, plus que ce que la Fondation Sorbonne n'avait jamais fourni, et il n'y avait aucune condition, pas de politique familiale, pas d'obligation sociale. Il y a plus, continua Jacques. Sarah Leclerc, votre spécialiste de la fertilité, elle rejoint notre groupe de travail, et elle apporte des preuves de cas similaires dans tout le pays. Le téléphone de Victoire vibra à nouveau. Un message d'Adrien. « Mère m'a parlé de ta scène à l'université. Ne gâche pas ta carrière par orgueil. Nous pouvons arranger ça. » Elle montra le message à Jacques, qui le lut en haussant les sourcils. « Il ne comprend toujours pas, n'est-ce pas ?»« Non. » Victoire sourit ironiquement. « Il ne comprend pas que je ne me brise pas. Je me libère. » Elle commença à taper une réponse, puis s'arrêta. « En fait, j'ai une meilleure idée. » Elle sortit le rapport original du docteur Leclerc, celui qu'Adrien avait refusé de lire. « Votre bureau peut-il reproduire ceci? Je veux envoyer des copies à chaque membre du conseil d'administration de la Fondation Sorbonne, à chaque chef de département de l'université et surtout à Isabelle Rothschild. Victoire, la voix de Jacques contenait une note d'avertissement. C'est une option nucléaire, les Sorbonnes vont riposter. Qu'ils le fassent. La voix de Victoire était d'acier. J'en ai fini de jouer selon leurs règles. S'ils veulent une guerre, je vais leur en donner une menée avec la science, des preuves et la vérité. Elle se retourna vers son téléphone et ouvrit un contact qu'elle avait gardé en réserve, une éminente journaliste d'éthique médicale qui essayait de l'interviewer depuis le divorce. Il était temps de raconter son histoire, non pas comme une épouse Sorbonne ratée, mais comme une scientifique luttant pour protéger la santé des femmes. Alors qu'elle tapait le message, Jeanne fit irruption dans le bureau hors d'haleine. « Docteur Moreau, l'Institut Winters a appelé. Ils veulent accélérer le financement. Et le bureau du docteur Leclerc a envoyé quelque chose d'important. Vous devez voir ces résultats de test. » Victoire regarda Jacques, dont l'expression reflétait sa propre détermination. Le jeu changeait et cette fois, c'était elle qui écrivait les règles. Le titre du journal médical de Paris s'étalait sur tous les écrans de la communauté médicale. Une étude révolutionnaire révèle un biais de genre dans les traitements de fertilité. Les recherches de Victoire, désormais soutenues par l'Institut Winters, étaient devenues le centre d'une conversation nationale sur les droits reproductifs et l'égalité médicale. Dans son nouveau laboratoire, hébergé dans une installation ultramoderne fournie par l'Institut Winters, Victoire examinait le dernier lot de données avec Jeanne. Les résultats étaient encore plus significatifs qu'il ne l'avait initialement espéré. « Ces chiffres sont extraordinaires », dit Jeanne, faisant défiler les statistiques. Dans plus de 60% des cas, des patientes se sont vues prescrire des traitements inutiles sans test approprié de fertilité masculine. Et regardez ceci. Victoire pointa un autre graphique. Le taux de prescription de médicaments pour la fertilité féminine monte en flèche dans les cabinets recevant des financements de certaines sociétés pharmaceutiques, y compris Rothschild Pharmaceuticals. La porte s'ouvrit et Jacques entra avec le docteur Sarah Leclerc. Au cours des dernières semaines, leur équipe s'était renforcée, chacun apportant son expertise unique à la lutte. Le docteur Leclerc portait un dossier épais, son comportement habituellement calme, chargé d'excitation. « Vous devez voir ceci », dit-elle en posant le dossier sur le bureau de Victoire. « Vous vous souvenez de ces échantillons de tissu de vos recherches pour la Fondation Sorbonne. J'ai effectué des tests supplémentaires en utilisant votre nouveau protocole de marqueur. » Victoire ouvrit le dossier et son souffle se coupa. Les résultats étaient sans ambiguïté.
des preuves claires que la prétendue supériorité génétique de la famille Sorbonne était un mythe soigneusement entretenu. Plusieurs générations présentaient les mêmes problèmes de fertilité qu'Adrien, tous soigneusement cachés derrière des épouses qui avaient été blâmées et rejetées. « Ce n'est pas seulement à propos d'Adrien », murmura Victoire. « C'est à propos de chaque mariage Sorbonne qui s'est terminé à cause de problèmes de fertilité. Il y a plus, ajouta Jacques, sortant sa tablette. Notre équipe juridique a trouvé un schéma. La Fondation Sorbonne a systématiquement enterré les recherches qui ne s'alignaient pas sur leur récit familial. Ils ont ruiné des carrières, retiré des financements, tout pour maintenir leur image. Le téléphone de Victoire s'alluma, avec une alerte d'actualité. Isabelle Rothschild annonce ses fiançailles avec Adrien Sorbonne III. Accompagnant l'annonce, il y avait une citation de Marguerite. Sorbonne, louant les qualités maternelles naturelles d'Isabelle et l'union bénie de deux familles prestigieuses. Ils accélèrent leur plan, observa Jacques. La nouvelle gamme de médicaments pour la fertilité des Rothschild sera lancée le mois prochain. Pas si je peux l'empêcher. La voix de Victoire était déterminée. Elle ouvrit son email et commença à rédiger un message au comité d'éthique médicale. Nous avons suffisamment de preuves maintenant. Les essais cliniques étaient biaisés, la recherche a été manipulée. Un coup à la porte l'interrompit. Jeanne entra avec une expression étrange. « Docteur Moreau, il y a quelqu'un ici pour vous voir. C'est Marguerite Sorbonne. » Victoire échangea des regards avec Jacques et le docteur Leclerc. C'était inattendu. Marguerite Sorbonne n'avait jamais daigné quitter son domaine du 16e arrondissement pour quelque chose d'aussi banal qu'une confrontation. « Faites-la entrer. » Victoire rajusta sa blouse de laboratoire, un rappel subtil que c'était maintenant son territoire. Marguerite entra majestueusement, chaque centimètre carré de la matriarche Sorbonne dans son tailleur Chanel et ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Mais quelque chose était différent. Il y avait une fissure dans sa façade impériale habituelle. « Victoire !» commença-t-elle, puis s'arrêta, prenant conscience du laboratoire moderne, du mur de récompense, de l'équipe de professionnels accomplis entourant son ancienne belle-fille. Pour la première fois, Victoire vit de l'incertitude dans les yeux de Marguerite. « Madame Sorbonne », le ton de Victoire était professionnel, « qu'est-ce qui vous amène dans notre centre de recherche ?»« J'ai reçu vos conclusions. » La voix de Marguerite était tendue. « À propos de l'histoire génétique de la famille Sorbonne. »« Ah !» Victoire hocha la tête. « Enfin prête à discuter du vrai problème ?»« Vous ne comprenez pas ?» La composition de Marguerite glissa légèrement. « Cette information, si elle devient publique, vous voulez dire quand elle deviendra publique ?» corrigea Victoire. « L'article a déjà été évalué par des pairs. Il sera publié la semaine prochaine. » La main de Marguerite trembla alors, qu'elle s'approchait d'une chaise. « Le nom des Sorbonne survivra, » interrompit Victoire. « Mais les mensonges ne survivront pas. Plus de blâme sur les femmes pour la réalité génétique de votre famille. Plus de vies détruites pour maintenir votre illusion de supériorité. Que voulez-vous » La voix de Marguerite n'était qu'un murmure. Victoire regarda son équipe. Jacques avec son soutien inébranlable. Le docteur Leclerc avec son dévouement à la vérité. Jeanne avec sa loyauté féroce. Puis elle se retourna vers Marguerite, ressentant non pas du triomphe, mais un étrange mélange de pitié et de détermination. « Je veux vous aider, » dit-elle simplement. « Votre famille n'est pas seule dans cette situation. Les problèmes de fertilité masculine sont courants, traitables, et il n'y a pas de honte à avoir. Mais pousser des traitements nocifs sur les femmes, détruire des carrières pour cacher la vérité, cela s'arrête maintenant. » Le docteur Leclerc s'avança. « Nous avons développé de nouveaux protocoles, de meilleurs traitements. Des traitements qui pourraient réellement aider les couples luttant contre l'infertilité, quel que soit le partenaire affecté. Et si nous refusons ?» Le menton de Marguerite se releva dans un dernier acte de défi. Victoire sourit sans malveillance. « Madame Sorbonne, je ne pense pas que vous compreniez. Ce n'est pas une négociation. La vérité est déjà là dehors. La seule question est de savoir si la Fondation Sorbonne veut être considérée comme faisant partie du problème ou de la solution. » Les semaines qui suivirent à la visite de Marguerite Sorbonne transformèrent le paysage de la recherche et du traitement de la fertilité. La Fondation Sorbonne, face à des preuves accablantes et à la pression du public, annonça une nouvelle direction dans le financement de leur recherche médicale.
Le communiqué de presse soigneusement rédigé de Marguerite parlait d'embrasser la science moderne et de soutenir des soins de fertilité complets pour tous les partenaires. Victoire regardait l'annonce depuis son bureau au Centre Moreau pour la santé reproductive nouvellement établi, financé par un consortium de fondations médicales progressistes. Le centre occupait un étage entier d'un bâtiment moderne dans le quartier médical de Paris, ses installations dédiées à la recherche, au traitement et au plaidoyer. Il le présente bien, commenta Jacques, assis dans l'un des fauteuils confortables qu'ils avaient choisis pour la salle d'attente du centre. L'espace était conçu pour être accueillant plutôt qu'intimidant, avec des couleurs chaudes et de la lumière naturelle. Les actions de la Fondation Sorbonne ont même augmenté après l'annonce. Marguerite a toujours su gérer une crise, répondit Victoire, se souvenant des compétences de son ancienne belle-mère en Santander. Manipulation sociale. Mais cette fois, le changement est réel. Regardez leur nouveau conseil d'administration. La direction de la Fondation avait été discrètement restructurée, avec plusieurs chercheurs médicaux et éthiciens éminents rejoignant le conseil. Plus surprenant encore, Charles Sorbonne Seigneur avait démissionné, citant un désir de faire place à des perspectives modernes. Le téléphone de Victoire vibra avec un message d'Isabelle Rothschild. « Pouvons-nous nous rencontrer en privé ?» Le message n'était pas entièrement inattendu. L'empire pharmaceutique Rothschild faisait du contrôle des dégâts depuis que les recherches de Victoire avaient exposé leurs essais de médicaments biaisés. Leurs actions avaient plongé et des rumeurs de troubles internes remplissaient les pages financières. « Allez-vous la rencontrer ?» demanda Jacques, lisant le message par-dessus son épaule. Victoire réfléchit à la question. « Oui, mais pas seule. Le docteur Leclerc devrait être présente. » La réunion fut fixée pour plus tard dans l'après-midi. Isabelle arriva avec une apparence moins soignée que dans les souvenirs de Victoire. Sa tenue de créateur légèrement froissée, ses cheveux blonds parfaits montrant des racines foncées. « Le mariage a été annulé », annonça-t-elle, sans préambule. « Après avoir vu vos recherches, je me suis fait tester, correctement testé par des médecins indépendants. » Victoire échangea des regards avec le docteur Leclerc. « Et je ne peux pas avoir d'enfant. » Le rire d'Isabelle était amer. « L'ironie, n'est-ce pas? L'héritière des médicaments pour la fertilité est infertile. Quand je l'ai dit à Adrien, Elle s'interrompit. « Laissez-moi deviner, » dit doucement Victoire. « Il vous a blâmé, suggéré des traitements plus agressifs, parlé d'héritage familial ?» Isabelle hocha la tête, des larmes menaçant de couler. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je veux aider à exposer ce que l'entreprise de ma famille a fait. J'ai des documents, des mémos internes, tout ce qui montre comment ils savaient que leurs médicaments étaient inutiles, voire nocifs. » Le docteur Leclerc se pencha en avant. « Ce genre de preuves pourrait aider beaucoup de femmes. »« Je sais. » Isabelle essuya soigneusement ses yeux. « C'est pourquoi je les ai apportés. Et je veux être l'un de vos cas tests pour les nouveaux protocoles. Pas de traitement, si vous voulez bien de moi. » Victoire pensa aux chemins étranges qui les avaient tous menés ici, elle-même, Jacques avec sa tragédie passée, et maintenant Isabelle, une autre victime de préjugés dépassés et de pression familiale. « Bien sûr que nous allons vous aider, dit-elle. C'est pour cela que ce centre existe. » Plus tard dans la soirée, alors que Victoire se préparait à quitter le bureau, Jeanne fit irruption avec excitation. « Docteur Moreau, l'Institut Winters a appelé. Ils veulent étendre notre financement. Pour ouvrir 5 autres centres dans tout le pays. » Victoire sourit à l'enthousiasme de son assistante. La jeune femme était devenue une chercheuse compétente à part entière, terminant récemment son doctorat tout en travaillant au centre. « Il y a autre chose, » ajouta Jeanne, son expression devenant sérieuse. « Adrien Sorbonne est en bas. Il demande à vous voir. » Victoire sentit Jacques se tendre à côté d'elle. Il s'était autoproclamé son protecteur non officiel depuis qu'ils s'étaient rapprochés, bien qu'aucun n'ait mis un nom sur leur relation qui s'approfondissait. « Ça va, » le rassura-t-elle. « Je sais exactement quoi dire à Adrien. » L'homme qui attendait dans le hall n'était pas l'héritier Sorbonne poli dont elle se souvenait. Adrien avait l'air fatigué, son costume sur mesure légèrement lâche, sa confiance habituelle diminuée. « Victoire » commença-t-il, puis s'arrêta, semblant chercher ses mots. « J'ai vu les recherches, »
à propos de ma famille, de ma condition. « Es-tu venu t'excuser » demanda Victoire, gardant sa voix neutre. « Je suis venu demander de l'aide, admit-il. Les nouveaux traitements que vous avez développés, les médecins disent qu'ils montrent des taux de réussite remarquables. » Victoire étudia son ex-mari, l'homme qui avait autrefois rejeté sa carrière comme un passe-temps, qu'il avait blâmé pour ses propres problèmes médicaux, qui avait essayé de détruire ses recherches plutôt que de faire face à la vérité. « Notre clinique a une liste d'attente, dit-elle finalement. Mais le docteur Leclerc a une ouverture mardi prochain à 10 heures. Ne sois pas en retard et n'attends pas de traitement spécial à cause de ton nom. » Adrien hocha la tête, comprenant les conditions. Alors qu'il se tournait pour partir, il fit une pause. « Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, Victoire. Je suis désolé de ne pas avoir vu ta valeur avant. » Victoire le regarda partir, ressentant non pas de la satisfaction ou de la justification, mais une simple paix. Elle avait transformé sa douleur en but, son rejet en révolution. Le centre aiderait des milliers de couples à faire face au défi de la fertilité avec dignité et vérité, libres de honte et de préjugés familiaux. Jacques apparut à ses côtés, sa main trouvant naturellement la sienne. « Dîner » suggéra-t-il. « Ce petit restaurant ?»« Italien à une table qui nous attend. » Victoire sourit, pensant à leur premier dîner là-bas, à quel point ils avaient progressé depuis. « Parfait, j'ai quelque chose d'important à discuter avec toi de toute façon. » Elle toucha légèrement. Son ventre, elle le confirmerait avec le docteur Leclerc demain, mais le test à domicile ce matin avait été clair. Certains rêves, avait-elle appris, se réalisaient en leur temps, à leur manière. Le visage du docteur Sarah Leclerc s'illumina d'un large sourire alors qu'elle examinait l'écran de l'échographie. « Eh bien, docteur Moreau, vos soupçons étaient corrects, et j'ai des nouvelles surprenantes. » Victoire serra la main de Jacques, alors qu'ils se penchaient tous deux pour regarder le moniteur. Son esprit scientifique commença immédiatement à traiter ce qu'elle voyait, mais c'était son cœur qui fit un bond quand elle réalisa les implications. « Est-ce que c'est... » La voix de Jacques s'éteignit, ses yeux écarquillés d'émerveillement. « Des jumeaux ? Non. » Le sourire du docteur Leclerc s'élargit encore plus. « Je détecte 5 battements de cœur distincts, des quintuplés. » La main de Victoire vola à sa bouche. Après tout, toute la lutte, la douleur, le combat, cela semblait être l'ironie la plus belle de l'univers. La femme autrefois jugée infertile par les Sorbonnes portait 5 bébés en bonne santé. Ils se développent tous parfaitement, continua le docteur Leclerc, montrant des détails sur l'écran. Bien sûr, ce sera une grossesse à haut risque, nécessitant une surveillance attentive, mais compte tenu de votre santé et de votre âge, je suis très optimiste. Jacques n'avait pas bougé, ses yeux fixés sur l'écran, sa main serrant toujours celle de Victoire. Elle pouvait le sentir trembler légèrement. « Jacques » elle serra sa main. « Ça va ?» Il se tourna vers elle, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais pensé avoir cette chance à nouveau. Après Sophie, après Thomas, je m'étais convaincu que ce chapitre de ma vie était clos. » Victoire pensa à la photo qu'elle avait vue des mois auparavant, du jeune garçon aux yeux de Jacques. « As-tu parlé à Thomas de nous ?» Jacques hocha la tête. « Nous avons discuté par vidéo hier soir. Il est excité d'avoir des frères et sœurs. Sophie aussi. Elle est heureuse pour nous. » La mention de Sophie n'apportait plus de douleur à aucun d'entre eux. Le temps et l'honnêteté avaient transformé les anciennes blessures en sagesse, les relations passées en expérience d'apprentissage, qui les avaient menées ici. Plus tard dans la soirée, dans leur restaurant italien préféré, devenu leur lieu régulier pour célébrer les étapes importantes, Victoire et Jacques partagèrent la nouvelle avec leur cercle intime. Jeanne poussa un cri de joie, tandis que le docteur Leclerc levait son verre de vin pour porter un toast, Victoire sirotant son eau pétillante. « Au quintuplé Moreau-Benoît, » déclara le docteur Leclerc, « qu'ils héritent du brillant de leur mère et de la compassion de leur père. Et espérons qu'ils n'héritent pas des tendances de bourreaux de travail de leurs parents, » ajouta Jeanne en riant. Le téléphone de Victoire vibra avec un message d'Isabelle Rothschild. « Je viens d'apprendre la nouvelle. L'univers a le sens de l'humour. Déjeuner la semaine prochaine? J'ai des nouvelles concernant la fondation. » Depuis leur confrontation, Isabelle était devenue une alliée inattendue. Après avoir exposé les pratiques non éthiques de l'entreprise familiale,
Elle avait réorienté sa part de la fortune Rothschild vers le centre Moreau, finançant des bourses de recherche pour de jeunes scientifiques étudiant la santé reproductive. Les le plan d'expansion du centre avance plus vite que prévu, rapporta Jacques, sortant sa tablette pour montrer les derniers plans architecturaux. Les nouvelles installations à Lyon et Marseille ouvriront le mois prochain, suivies de Bordeaux et Lille au printemps. Victoire hocha la tête, mais son esprit courait déjà. Nous devons ajuster le calendrier. Je veux que les 5 centres soient pleinement opérationnels avant l'arrivée des bébés. C'est déjà en cours, intervint Jeanne. J'ai restructuré les équipes de gestion de projet, nous y arriverons. Alors que leurs amis bavardaient avec enthousiasme des thèmes de la chambre d'enfants et des noms de bébés, Victoire sentit le bras de Jacques glisser autour de sa taille, sa main reposant de manière protectrice sur son ventre encore plat. « Un sou pour tes pensées, docteur Moreau », murmura-t-il. Victoire se pencha contre lui, pensant au chemin qui les avait menés ici. La tentative de la Fondation Sorbonne de la détruire avait plutôt catalysé une révolution en médecine reproductive. Ses recherches changeaient des vies dans tout le pays. Et maintenant, dans l'ultime justification, elle portait 5 vies précieuses en elle. « Je pensais juste à l'héritage », répondit-elle. « Pas le genre dont les Sorbonnes étaient obsédées, mais le vrai héritage. Les vies que nous toucherons à travers les centres, les familles que nous aiderons à créer, les pratiques médicales que nous transformerons. Et notre propre famille, » ajouta doucement Jacques. 5 bébés. Je n'arrive toujours pas tout à fait à y croire. Victoire pensa à Thomas, qui viendrait le week-end prochain pour aider à installer la chambre d'enfants. À leur famille élargie au centre, Jeanne, le docteur Leclerc, le personnel dévoué qui était devenu bien plus que des collègues. Aux milliers de couples qui trouveraient espoir et guérison grâce à leur travail. Notre famille a commencé à grandir bien avant cette grossesse, dit-elle, faisant un geste vers leurs amis rassemblés. Ces bébés sont juste les derniers, ajoute. Giuseppe, le propriétaire du restaurant, apparut avec un dessert spécial qu'il avait créé pour l'occasion, un tiramisu déstructuré disposé pour ressembler à un jardin en fleurs. En le déposant, il tapota affectueusement l'épaule de Victoire. « La familia », dit-il avec un sourire chaleureux. « Elle vient sous de nombreuses formes, n'est-ce pas? Toute belle, toute précieuse. » Victoire regarda autour de la table, sa famille choisie, puis leva les yeux vers Jacques, voyant dans ses yeux la même joie et certitude qu'elle ressentait dans son cœur. Ils s'étaient retrouvés à travers une douleur partagée, avaient reconstruit quelque chose de significatif à partir des cendres de leurs relations passées. Et maintenant, ils créaient un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. La salle de conférence principale du Centre Moreau bourdonnait d'excitation alors que Victoire concluait sa présentation. Enceinte de 7 mois, elle dominait la salle avec une présence qui semblait avoir grandi en même temps que son ventre s'était élargi, sa garde-robe professionnelle maintenant adaptée pour accueillir 5 bébés en pleine croissance. Et cela conclut notre rapport d'impact de la première année, annonça-t-elle, cliquant sur la dernière diapositive. 20 000 patients servis dans 5 centres, avec un taux de satisfaction de 93% et des percées dans le traitement de problèmes de fertilité masculine auparavant non diagnostiqués. Les membres du Conseil, un groupe diversifié de professionnels médicaux, de chercheurs et de défenseurs, éclatèrent en applaudissements. Parmi eux se trouvait Marguerite Sorbonne, qui avait récemment rejoint le Conseil dans le cadre de l'engagement de la Fondation Sorbonne pour la réforme de la santé reproductive. Docteur Moreau, Marguerite prit la parole pendant la séance de questions-réponses, sa voix portant une trace de l'autorité qu'elle avait autrefois exercée sur la vie de Victoire. Ces résultats sont remarquables. La Fondation Sorbonne aimerait doubler notre engagement de financement pour le prochain exercice fiscal. Victoire échangea des regards avec Jacques, qui était assis à l'autre bout de la table de conférence. Ils avaient tous deux appris à apprécier les tournants inattendus de la vie. « Merci, Madame Sorbonne », répondit Victoire professionnellement. « Nous demanderons à Jeanne de coordonner les détails avec votre équipe. » Après la réunion, Marguerite s'attarda. Victoire remarqua qu'elle avait vieilli au cours de l'année écoulée, la tension de reconstruire la réputation de sa famille évidente dans les nouvelles rides autour de ses yeux. « J'ai vu Adrien hier », dit doucement Marguerite. « Il répond bien aux nouveaux protocoles de traitement. » Victoire hocha la tête.
Son ex-mari était devenu l'une de leurs réussites, bien qu'elle laisse entièrement ses soins à l'équipe du docteur Leclerc. Je suis heureuse de l'entendre. Isabelle lui rend régulièrement visite, poursuivit Marguerite. Pas de manière romantique, mais ils ont tous les deux grandi, trouvé une certaine paix avec qui ils sont au-delà des attentes de leur famille. La croissance leur va bien, répondit Victoire, rassemblant ses papiers. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un autre rendez-vous. Bien sûr. Marguerite se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Victoire, je sais qu'il est trop tard pour des excuses, mais vous voir maintenant, ce que vous avez construit, ce que vous êtes sur le point d'apporter au monde. J'avais tort, à propos de tout. Victoire étudia la femme qui avait autrefois été son plus grand tourmenteur. Vous savez quelle était la partie la plus difficile, Marguerite? Ce n'était pas l'humiliation, ni le blâme, ni même le divorce. C'était de croire que j'étais brisé. Aucune femme ne devrait jamais être amenée à se sentir ainsi à nouveau. Non, acquiesça doucement Marguerite. Elle ne devrait pas. Plus tard dans l'après-midi, Victoire se dandina. Il n'y avait pas d'autre mot pour cela maintenant, pour son contrôle régulier avec le docteur Leclerc. Jacques la rejoignit là-bas, venant tout juste de rentrer après avoir récupéré Thomas à l'aéroport. « Papa dit que tu es aussi grosse qu'une maison », annonça Thomas avec la franchise typique des adolescents, puis poussa un cri lorsque Jacques lui donna une légère tape derrière la tête. « Ton père veut dire que je rayonne », rit Victoire, ébouriffant les cheveux de Thomas. Le garçon avait tellement grandi au cours de l'année écoulée et leur relation s'était épanouie en quelque chose de spécial. Pas tout à fait mère et fils, mais un lien unique qui leur était propre. « Les 5 bébés se développent magnifiquement », rapporta le docteur Leclerc en effectuant l'échographie. « Bien que je pense qu'ils organisent une fête de danse là-dedans en ce moment. » Victoire pouvait le sentir, le mouvement constant, comme si elle accueillait un cirque très actif. Jacques regardait l'écran avec fascination, comme il l'avait fait à chaque rendez-vous, tandis que Thomas faisait semblant de s'ennuyer, mais ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil intéressés. « Avez-vous terminé la chambre d'enfant ?» demanda le docteur Leclerc en imprimant de nouvelles photos d'échographie. « Presque, » répondit Jacques. « Thomas m'aide à assembler les derniers berceaux ce week-end, bien que Victoire continue de tout réorganiser selon un algorithme complexe que seule elle comprend. » « Il s'agit d'optimiser l'efficacité, » se défendit Victoire. « Avec 5 bébés, nous devons maximiser l'espace et minimiser les schémas de mouvement nécessaires. »« Maman dit que tu nidifies, » intervint Thomas. Elle a dit que c'était normal de devenir un peu folle avant l'arrivée des bébés. Victoire sourit à sa franchise. Sophie était devenue une source inattendue de soutien, offrant des conseils pratiques et une compréhension qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait traversé les défis de la maternité. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans le nouveau salon familial de leur appartement agrandi, 5 bébés nécessitaient des mises à niveau d'espace importantes, Victoire regardait Jacques et Thomas assembler des meubles tout en discutant de la logistique de la visite estivale de Thomas après l'arrivée des bébés. Son téléphone s'alluma avec des messages de leur famille élargie. Jeanne envoyant des statistiques mises à jour du centre, Isabelle partageant des histoires de réussite de leur dernier groupe de soutien, le docteur Leclerc confirmant le cours d'accouchement de demain, Giuseppe demandant leur réservation pour le dîner de célébration de l'ouverture du nouveau centre de Lyon la semaine prochaine. « 1 sou pour tes pensées » demanda Jacques, remarquant son expression pensive. Victoire regarda autour de leur maison, les 5 berceaux disposés selon son plan soigneusement calculé, le mur de photos de famille montrant leur famille magnifiquement. Mélangé, l'homme qu'elle aimait enseignant à son fils l'utilisation d'outils électriques pendant que leur quintuplé faisait des acrobaties dans son ventre. « Je pensais juste à la façon dont la vie vous surprend, » dit-elle. « Il y a 1 an, je pensais avoir tout perdu. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon chemin vers tout ce que je n'avais jamais su vouloir. » 8 mois et demi dans sa grossesse, Victoire se retrouva à se dandiner dans les couloirs de la nouvelle aile du Centre Moreau, une installation de recherche sur la fertilité à la pointe de la technologie. Malgré l'insistance du docteur Leclerc pour qu'elle travaille de chez elle, Victoire n'avait pas pu résister à assister à la cérémonie d'ouverture de l'aile. C'était plus qu'une simple expansion. C'était un témoignage de tout le chemin qu'ils avaient parcouru. « Docteur Moreau !» Jeanne se précipita vers elle, tablette en main. « Vous êtes censé être alité. »« Je me reposerai après la cérémonie, » promit Victoire,
une main reposant sur son ventre énorme. Les derniers résultats d'essai sont-ils arrivés? Avant que Jeanne ne puisse répondre, Jacques apparut aux côtés de Victoire, son expression mêlant exaspération et admiration. « J'aurais dû savoir que tu trouverais un moyen de t'échapper de l'appartement. C'est une journée importante, se défendit Victoire. De plus, tes enfants ne me laisseraient pas dormir de toute façon. Ils s'entraînent à la natation synchronisée. La nouvelle aile était remplie de professionnels médicaux, de chercheurs et de supporters. Victoire aperçut des visages familiers dans la foule. Isabelle Rothschild, qui dirigeait maintenant sa propre fondation pour les droits reproductifs. Le docteur Leclerc, rayonnante de fierté devant leur dernière réalisation. Et étonnamment, Adrien Sorbonne debout tranquillement au fond de la salle. Son ex-mari avait changé au cours de l'année écoulée. Les protocoles de traitement développés au centre l'avaient aidé à faire face à ses problèmes de fertilité et, plus important encore, à ses propres préjugés. Il croisa le regard de Victoire et offrit un petit signe de tête en guise de reconnaissance. Jacques prit d'abord la parole, son expertise juridique faisant de lui l'orateur idéal pour aborder les changements de politique que leur travail avait inspiré. Il y a 1 an, le Centre Moreau a commencé avec une mission simple, apporter vérité et dignité aux soins de santé reproductive. Aujourd'hui, nous avons aidé des milliers de couples à comprendre que les défis de fertilité ne sont pas une question de blâme ou de honte, mais de science, de soutien et de solution. Victoire ressentit une contraction familière dans le bas du dos, alors que Jacques poursuivait son discours. Elle bougea inconfortablement, essayant de trouver une meilleure position sur sa chaise. Jeanne, toujours observatrice, le remarqua immédiatement. « Docteur Moreau, vous allez bien ?»« Juste l'habituel. » Les mots de Victoire s'interrompirent alors qu'elle ressentait quelque chose de distinctement inhabituel. Ses yeux s'élargirent. Oh! Jacques parlait toujours, mais son attention n'avait jamais complètement quitté Victoire. Il vit son expression changer et fut à ses côtés en quelques secondes, discours oublié. « Les bébés ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Des bébés multiples n'attendent aucune cérémonie, » réussit à sourire Victoire malgré l'inconfort croissant. Apparemment, il voulait rendre cette ouverture encore plus spéciale. Le docteur Leclerc prit immédiatement les choses en main. Son calme et son efficacité, dirigeant le personnel hospitalier bien préparé. En quelques minutes, Victoire était transportée vers l'aile médicale du centre, où il s'était préparé à ce scénario exact. 5 bébés, 5 équipes, rappela le docteur Leclerc à tout le monde, alors qu'il se mettait en position. Exactement comme nous nous sommes entraînés. Jacques tenait la main de Victoire, son autre main lissant ses cheveux. « Tu te souviens quand nous pensions que la partie difficile était de combattre la Fondation Sorbonne ?» Victoire rit, puis grimaça alors qu'une autre contraction la frappait. « C'est définitivement plus difficile, mais au moins cette fois, nous créons quelque chose de beau ensemble. » Thomas fit irruption dans la pièce, venant d'arriver avec Sophie, qui avait pris l'avion pour aider pendant les premières semaines. « J'ai manqué quelque chose, ils sont déjà là ?» « Timing parfait, » sourit le docteur Leclerc. « Tes frères et sœurs sont sur le point de faire leur début. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités concentrées. Victoire, qui s'était toujours enorgueillie d'être en contrôle, se retrouva à s'abandonner à la sagesse ancienne de son corps. Jacques ne quitta jamais son côté, sa force inébranlable, son amour évident dans chaque toucher et mot d'encouragement. Un par un, 5 minuscules mais parfaits bébés entrèrent dans le monde. Leurs cris en bonne santé, une musique haut, qu'oreilles de leurs parents. 3 filles et 2 garçons, chacun unique mais portant des traces de Victoire et Jacques dans leurs petits traits. « Ils sont magnifiques », chuchota Thomas, regardant ses nouveaux frères et sœurs avec émerveillement. « Je peux aider à les nommer ?» Victoire et Jacques échangèrent des sourires. Ils avaient déjà décidé d'impliquer Thomas dans cette décision importante, voulant qu'il se sente pleinement intégré à cette famille en expansion. Alors que les équipes médicales travaillaient efficacement autour d'eux, Victoire tenait sa première fille, s'émerveillant des doigts minuscules et parfaits et de la bouche en bouton de rose. Jacques berçait l'un des garçons, tandis que Thomas tenait soigneusement un autre bébé sous la surveillance attentive de Sophie. « Je n'arrive pas à croire qu'ils soient tous là, » dit doucement Jacques, sa voix épaisse d'émotion. « Tous en bonne santé, tous parfaits.
Victoire regarda leur famille assemblée, Thomas rayonnant de fierté, Sophie offrant des conseils expérimentés, Jeanne prenant des photos, le docteur Leclerc coordonnant les soins médicaux, et Jacques, son partenaire en tout, regardant leur enfant avec un amour pur. La porte s'ouvrit et Giuseppe apparut, ayant d'une manière ou d'une autre déjà entendu la nouvelle. Il portait un panier de ses célèbres pâtisseries italiennes, spécialement préparées pour le personnel qui s'occuperait des bébés. « La famiglia più bella », proclama-t-il, déposant son offrande. « La plus belle famille ». Victoire sentit des larmes de joie couler sur ses joues alors qu'elle contemplait ses enfants, tous les 5 prouvant que parfois les plus grands cadeaux de la vie viennent de manière inattendue. Les bébés qui avaient autrefois été jugés impossibles étaient maintenant un témoignage vivant de la puissance de l'amour, de la science et de ne jamais abandonner ses rêves. 3 mois après l'arrivée des quintuplés, le foyer Moreau-Benoît s'était installé dans un joyeux chaos qui fonctionnait d'une manière ou d'une autre. Le spacieux appartement avait été transformé en un centre de commande pour bébés, géré efficacement. Victoire appliquant ses compétences organisationnelles au défi de gérer 5 nourrissons. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu les aies codés par couleur », rit Jacques, plaçant soigneusement Emma dans sa grenouillère bleu pâle, dans son berceau désigné. Chaque bébé avait son propre code couleur, facilitant la tâche de leur équipe croissante d'assistants pour maintenir leurs horaires minutieux d'alimentation et de soins. « C'est un système parfaitement logique », se défendit Victoire, allaitant André tandis que Sophie tenait Gabriel. De plus, cela aide Thomas à garder une trace de qui est qui. « Je n'ai plus besoin d'aide maintenant », protesta Thomas depuis l'endroit où il était assis à faire ses devoirs, Claire dormant paisiblement dans son transat à côté de lui. « Je connais tous mes frères et sœurs par cœur maintenant. » Le 5e bébé, Daniel, captivait actuellement Jeanne, qui était passée avec des mises à jour sur la dernière percée de recherche du centre. Malgré l'intention de Victoire de retourner travailler à temps partiel après 2 mois, elle se retrouvait à gérer une grande partie des opérations du centre depuis chez elle, entourée de bébés et de familles. « Les nouveaux protocoles de traitement montrent des taux de réussite sans précédent », rapporta Jeanne, berçant doucement Daniel. « Et la liste d'attente pour les nouveaux essais s'allonge chaque jour. » Victoire hocha la tête, son esprit, scientifique, s'engageant même alors qu'elle faisait faire son rot à André. « Envoie-moi les dernières données. Je veux les examiner avant la réunion du conseil d'administration de la semaine prochaine. »« Tu es censé être en congé maternité, » lui rappela Jacques, bien qu'il sache que c'était futile. La passion de Victoire pour leur travail n'avait pas diminué. Si quelque chose, devenir mère avait renforcé son engagement à aider d'autres familles à réaliser leurs rêves. La sonnette retentit et Sophie alla ouvrir. Elle revint avec Isabelle Rothschild, qui était devenue une visiteuse régulière et une tante honoraire dévouée pour les quintuplés. « J'ai apporté le lait maternisé spécial de Suisse », annonça Isabelle, brandissant un sac. « Et des nouvelles sur la dernière initiative de la Fondation Rothschild. » Depuis qu'elle avait réorienté les ressources de sa famille vers la recherche éthique sur la reproduction, Isabelle avait trouvé sa véritable vocation. La honte des méfaits passés de sa famille s'était transformée en une puissante motivation pour rectifier les choses. « Les nouvelles cliniques mobiles sont prêtes », poursuivit-elle avec enthousiasme. « Nous pourrons atteindre les communautés mal desservies, fournir des tests et des traitements à ceux qui ne peuvent pas venir au centre. » Victoire sourit, se rappelant à quel point ils avaient tous progressé. Isabelle, autrefois positionnée pour être son remplaçante dans la famille Sorbonne, était devenue l'une de ses plus proches alliées dans la lutte pour la justice reproductive. L'après-midi se déroula selon un schéma confortable de soins, aux bébés entrecoupés de discussions passionnées sur leur travail en cours. Le docteur Leclerc appela via un chat vidéo pour vérifier l'état des bébés et partager des mises à jour sur les dernières publications de recherche du centre. La communauté médicale embrasse enfin notre approche globale, rapporta-t-elle. Même le docteur Roux a admis dans le journal du mois dernier que ses méthodes précédentes étaient dépassées. Alors que la soirée approchait, Giuseppe arriva avec le dîner pour tout le monde, une tradition sur laquelle il avait insisté depuis la naissance des bébés. « La familia a besoin de bonne nourriture », déclara-t-il, installant un impressionnant étalage de plats italiens. Pendant qu'il mangeait, prenant des tours pour tenir les bébés et passer les assiettes,
Victoire regardait autour d'elle sa famille élargie. Thomas, devenant chaque jour plus responsable et attentionné. Sophie, dont la sagesse de coparentalité s'était avérée inestimable. Isabelle, trouvant la guérison en aidant les autres. Jeanne, dont le dévouement avait aidé à faire avancer leur mission. Et Jacques, son partenaire en toutes choses, qui gérait chaque défi avec grâce et amour. « J'ai réfléchi », dit Jacques, reposant clair dans son transat. « Tu te souviens de ce premier dîner que nous avons eu chez Giuseppe, quand tu étais prête à affronter seule la Fondation Sorbonne ?» Victoire hocha la tête, souriant au souvenir. « J'étais tellement concentré sur le fait de leur prouver qu'ils avaient tort. Et maintenant, regarde ce que ce combat est devenu. » Il fit un geste autour de la pièce. 5 beaux bébés, 5 centres prospères, des milliers de familles aidées. Tu ne leur as pas seulement prouvé qu'ils avaient tort, tu as changé toute l'histoire. Nous l'avons changé, corrigea Victoire. Nous tous, ensemble. Sophie leva son verre. Au changement de l'histoire et au prochain chapitre. Alors que leur famille portait un toast à l'avenir, Victoire ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Le voyage qui avait commencé par le rejet et la douleur avait conduit à ce moment, entouré d'amour, de buts et du genre de famille qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Les 7 bébés, comme s'ils sentaient la signification émotionnelle du moment, commencèrent à faire connaître leur présence, 5 cris différents exigeant de l'attention en parfaite harmonie. Et c'est notre signal, rit Jacques, se levant pour aider à la routine du soir. Victoire regarda tout le monde prendre ses rôles bien rodés, Thomas préparant les biberons, Sophie et Isabelle prenant chacune un bébé, Jeanne consultant le programme d'alimentation, Jacques changeant déjà la couche de Daniel. C'était son héritage, pas seulement les percées scientifiques ou les centres aidant des milliers de personnes, mais ce beau chaos d'amour et de but qu'ils avaient créé ensemble. 5 bébés miracles et une famille élargie liée non par le sang mais par choix, tous travaillant ensemble pour aider d'autres familles à trouver leur propre chemin vers la joie. Un an après la naissance des quintuplés, l'auditorium principal du centre Moreau était rempli à capacité. Victoire se tenait au podium, ses 5 bébés assis tranquillement au premier rang avec Jacques, Thomas et leur famille élargie. L'occasion était la conférence annuelle du centre, mais cette année était spéciale. Ils célébraient non seulement leur réalisation médicale, mais un changement profond dans la façon dont la société percevait la fertilité et la famille. Quand j'ai commencé ce voyage, commença Victoire, sa voix portant clairement à travers la salle, bondée. Je pensais mener une bataille personnelle. Ce que j'ai découvert, c'est que je faisais partie d'une histoire beaucoup plus grande, notre histoire. À nous tous qui avons fait face au jugement, à la honte et aux idées fausses sur la fertilité. Dans l'auditoire, elle pouvait voir des visages familiers, des couples qui avaient trouvé l'espoir au centre, des médecins qui avaient adopté leur nouveau protocole, des défenseurs qui avaient aidé à répandre leur message. Même Marguerite Sorbonne était assise tranquillement dans la section du milieu, sa présence témoignant de l'ampleur du changement. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les 20 000 familles que nous avons aidées cette année, poursuivit Victoire. Nous célébrons un changement fondamental dans notre approche des soins de fertilité. Chaque personne qui franchit nos portes est traitée avec dignité, respect et la compréhension que la famille se présente sous de nombreuses formes. Elle fit un geste vers l'écran derrière elle, où des photos commencèrent à apparaître. Des couples de toutes sortes avec leurs bébés, des parents célibataires tenant fièrement leurs enfants, des familles créées par diverses voies vers la parentalité. Parmi elles se trouvait une photo récente d'Adrien et de sa nouvelle partenaire, tous deux souriant en tenant leur nouveau-né adopté. Notre succès ne se mesure pas seulement en termes de résultats médicaux, bien que ceux-ci aient dépassé à nos plus grandes attentes. Victoire sourit alors qu'Emma, la plus vocale des quintuplés, laissa échapper un cri de joie. Il se mesure par les vies que nous avons touchées, les communautés que nous avons construites et les conversations que nous avons changées. Isabelle s'avança pour rejoindre Victoire au podium. Ensemble, elles dévoilèrent l'initiative Rothschild-Moreau, un programme révolutionnaire qui fournirait des soins de fertilité aux communautés mal desservies à travers le pays. C'est personnel pour nous tous,
Isabelle s'adressa à la foule. « Mon propre parcours m'a appris que la vraie force ne réside pas dans le maintien des apparences, mais dans l'affrontement de la vérité avec courage. » La Fondation Rothschild est fière de soutenir cette initiative, garantissant que des soins de fertilité de qualité soient accessibles à tous, quelles que soient leurs circonstances. La présentation se poursuivit avec le docteur Leclerc, partageant leurs dernières découvertes de recherche. Les nouveaux protocoles avaient révolutionné le traitement de la fertilité, avec des taux de réussite qui auraient semblé impossibles il y a seulement 2 ans. Mais plus important encore, leur approche avait transformé l'expérience des patients, remplaçant le jugement par la compréhension, la honte par le soutien. Jacques prit la parole pour discuter de l'impact juridique de leur travail. Une nouvelle législation avait été adoptée pour protéger les individus contre la discrimination liée à la fertilité, et les compagnies d'assurance médicale commençaient enfin à fournir une couverture complète pour les traitements de fertilité. « La loi rattrape ce que nous avons toujours su, » dit-il, souriant à sa famille au premier rang. « Que chacun mérite la chance de créer la famille dont il rêve, de la manière qui lui convient. » Thomas, maintenant un adolescent posé, aidait à divertir ses jeunes frères et sœurs pendant la longue cérémonie. Il avait grandi dans son rôle de grand frère avec une grâce remarquable, et son essai scolaire sur sa famille unique avait remporté un concours national. Alors que les présentations formelles se terminaient, Victoire observa ses enfants interagir avec les membres de l'audience venus les féliciter. Gabriel charmait tout le monde avec son doux sourire, tandis que Daniel et André jouaient à cache-cache avec un groupe de futurs parents. Claire, la plus calme des quintuplés, observait tout avec l'expression pensive de son père. Sophie, qui était venue pour la conférence, croisa le regard de Victoire et sourit d'un air entendu. Elles avaient développé une amitié qui transcendait leurs liens à travers Jacques, unis par leurs expériences partagées de la maternité et leur engagement à aider les autres. Giuseppe avait naturellement assuré le service traiteur de l'événement et s'occupait actuellement des bébés avec ses biscuits spéciaux à la ricotta. « Bambini perfetti », déclara-t-il fièrement, comme s'il avait une responsabilité personnelle dans leur bien-être, ce qui, étant donné comment il avait nourri leur famille tout au long de ce voyage, était peut-être le cas. Plus tard, alors, que la foule se mélangeait pendant la réception, Victoire trouva un moment de calme avec Jacques. Ils regardèrent leurs enfants, maintenant divertis par Jeanne et Isabelle, tandis que Thomas expliquait quelque chose sur le travail du centre à un groupe attentif d'étudiants en médecine. « Aurais-tu imaginé cela ?» demanda doucement Jacques, son bras autour de sa taille. « Ce jour où tu es venu pour la première fois à mon bureau, pensais-tu que nous en arriverions là ?» Victoire se pencha contre lui, réfléchissant au chemin qui les avait menés à ce moment. « J'étais tellement en colère à l'époque, tellement concentré sur le fait de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Je n'aurais jamais rêvé de trouver quelque chose de tellement mieux que la justification. Et qu'est-ce que c'est ?» Jacques sourit, bien qu'il connaisse la réponse. Tout ceci, Victoire fit un geste vers leur famille environnante, à la fois biologique et choisie. Tout cela, la chance d'aider les autres, de changer des vies, de construire quelque chose de significatif, et de le faire avec des gens qui comprennent que l'amour, pas le sang, rend une famille réelle. Comme pour confirmer ces paroles, Emma commença à s'agiter, déclenchant une réaction en chaîne parmi ses frères et sœurs. Leurs parents échangèrent des regards amusés, prêts à replonger dans le beau chaos qu'était leur vie. 5 ans s'étaient écoulés depuis la naissance des quintuplés, et le centre Moreau était devenu un symbole international d'espoir et de progrès dans les soins de santé reproductive. En ce matin particulier, Victoire se tenait dans son bureau, maintenant situé dans le siège élargi du centre, regardant ses 5 enfants de maternelle explorer l'espace qu'ils considéraient comme leur 2e maison. Emma, toujours la meneuse, expliquait le travail important de maman en tant que docteur à ses frères et sœurs, avec toute l'autorité qu'une enfant de 5 ans pouvait rassembler. Gabrielle et Claire étaient assises au bureau de Victoire, dessinant sérieusement ce qu'elles appelaient des images médicales, tandis que Daniel et André construisaient une tour impressionnante de revues médicales sous la supervision de Tommy. À 18 ans, Thomas était devenu un jeune homme remarquable, se préparant actuellement pour sa première année d'études de médecine. Ses expériences avec sa famille unique
l'avait inspiré à poursuivre la médecine reproductive, espérant continuer l'héritage que sa belle-mère avait construit. « Docteur Moreau ?» La voix de Jeanne passa par l'interphone. « Votre rendez-vous à de 9 heures est arrivé. » Victoire sourit, sachant exactement de qui il s'agissait. « Faites-les entrer, s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit pour révéler Adrien et son mari David, accompagnés de leurs jumeaux adoptés et d'un jeune couple à l'air nerveux. Le nom Sorbonne avait subi sa propre transformation au fil des ans. Adrien dirigeant maintenant les initiatives de la Fondation Sorbonne pour le soutien à l'adoption et la diversité familiale. « Victoire !» la salua-t-il chaleureusement. « Je te présente Sarah et Michel. Ils sont intéressés par notre programme conjoint de planification familiale complète. » Le jeune couple regardait autour nerveusement, leurs yeux s'écarquillant à la vue des quintuplés. Victoire reconnut la peur dans leur visage, la même peur qu'elle avait autrefois portée. « Bienvenue au Centre Moreau, » dit-elle gentiment. « Pourquoi ne pas discuter dans la salle familiale? C'est plus confortable et les enfants pourront jouer. » La salle familiale du centre était un espace lumineux et accueillant, conçu pour mettre les patients à l'aise. Alors que les enfants se dirigeaient vers l'aire de jeu, Victoire remarqua comment Sarah se détendit légèrement en les regardant interagir. « Nous essayons depuis 3 ans, » expliqua Sarah, sa voix tremblante. « Tout le monde continue de nous dire d'être patient, que ça arrivera. »« Ah, naturellement. Mais vous savez que quelque chose ne va pas, » termina doucement Victoire, « et vous êtes fatigué d'être rejeté. » Le couple hocha la tête, des larmes dans les yeux de Sarah. « Nous avons vu votre histoire dans la série. » Documentaire, ajouta Michel. « Sur la façon dont vous avez construit tout ceci parce que personne ne voulait vous écouter. » « Ce n'est qu'une partie de l'histoire, » sourit Victoire, faisant un geste vers ses enfants, vers Adrien avec sa famille, vers les photos sur les murs montrant les milliers de familles que le centre avait aidé à créer. La vraie histoire parle de comment nous avons appris que la famille ne consiste pas à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'amour, de soutien et de trouver sa propre voie. Jacques arriva alors, revenant tout juste de l'ouverture de leur nouveau centre à Lyon. Les quintuplés se précipitèrent pour l'accueillir, leur voix excitée remplissant la pièce de joie. Thomas suivit plus calmement, bien que son sourire correspondait à l'enthousiasme de ses jeunes frères et sœurs. « Parfait timing, » dit Victoire. « Jacques, pourquoi ne pas expliquer à Sarah et Michel notre approche globale ?» Alors que Jacques expliquait leur programme, Victoire observa l'espoir revenir lentement sur les visages du jeune couple. Elle se souvint de son propre parcours, la douleur du rejet, la lutte pour être entendue, la peur d'être brisée. Mais ces expériences l'avaient menée ici, à ce moment, où elle pouvait aider d'autres à trouver leur chemin vers la joie. Le centre avait grandi au-delà de ses rêves les plus fous, avec des sites à travers le monde et un programme de recherche qui continuait à faire des percées. Mais son cœur restait le même, un endroit où l'histoire de chacun comptait, où la science rencontrait la compassion et où des familles de toutes sortes pouvaient trouver leur commencement. Plus. Tard dans la soirée, la famille Moreau-Benoît se rassembla pour leur traditionnel dîner du vendredi au restaurant de Giuseppe. Le vieil Italien avait insisté pour installer une table familiale spéciale qui pouvait accueillir leur groupe grandissant, ainsi que les membres réguliers de la famille élargie qui se joignaient à eux. Isabelle était là avec sa fille adoptée, discutant des derniers résultats de la clinique mobile avec le docteur Leclerc. Sophie, la mère de Thomas, était venue pour l'orientation de l'école de médecine de son fils et partageait des histoires de parentalité avec Adrien et David. Jeanne, maintenant directrice de la recherche du centre, expliquait une nouvelle étude à Thomas qui écoutait avec une attention captivée. Victoire regarda autour de la table sa famille, celle qu'elle avait choisie, celle qu'il avait choisie et celle qu'elle et Jacques avaient créée ensemble. Les quintuplés grandissaient en enfants gentils et curieux qui comprenaient que la famille signifiait plus que le sang. Thomas suivait son cœur en médecine, portant leur mission à sa manière. « Un sou pour tes pensées » murmura Jacques, serrant sa main sous la table. Victoire sourit, pensant au jeune couple effrayé de ce matin et à tous les autres qui trouveraient leur chemin vers le centre. « Je pensais juste à l'héritage, » dit-elle. « Pas le genre que je pensais autrefois important, mais le vrai genre, celui qui change des vies. »
Comme les vies que tu as changées, demanda Jacques, regardant Emma aider sa petite sœur Claire, avec ses pattes, tandis que Daniel et André s'engageaient dans une sérieuse discussion avec leur grand frère sur l'école de médecine. Comme les vies que nous avons tous changées, corrigea Victoire. En étant assez courageux pour remettre en question les anciennes méthodes, en croyant en la science et la vérité, en comprenant que l'amour fait une famille dans toutes ses belles formes. Giuseppe apparut avec un dessert spécial, quelque chose qu'il avait créé pour célébrer l'admission de Thomas à l'école de médecine. Alors que la famille savourait la douceur, Victoire ressentit un profond sentiment de gratitude. Son voyage avait commencé par le rejet et la douleur, mais il l'avait mené à ceci, une vie remplie de buts, de joie et de plus d'amour qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Elle pensa à toutes les familles qui passeraient encore par les portes du centre, portant leurs espoirs et leurs peurs. Elle trouverait non seulement des soins médicaux, mais aussi de la compréhension, du soutien et la connaissance que leurs histoires comptaient. C'était son véritable héritage. Pas le prestige qu'elle recherchait autrefois, mais les vies touchées, les cœurs guéris et les familles construites sur des fondations d'amour et de vérité. Le rire des quintuplés résonna dans tout le restaurant, une symphonie de joie qui rappelait à tous les présents le miracle dont ils avaient été témoins. 5 enfants parfaits qui avaient autrefois été jugés impossibles, grandissant et s'épanouissant maintenant dans une famille qui célébrait toutes les formes d'amour. C'était leur fin heureuse, non pas une fin mais une histoire continue d'espoir, de guérison et des possibilités infinies de l'amour.